Nous n'avons pas le choix, ça sera soit décroissance choisie aujourd'hui, soit effondrement subi demain. Depuis presque aussi longtemps que l'économie existe, les économistes cherchent à optimiser, maximiser la croissance. C'est vraiment la croissance comme définition même de la prospérité. Et il y a eu cette grande révolution dans les années 70 et surtout après avec la naissance de l'économie écologique où il y a une fraction d'économistes radicaux, visionnaires qui se sont dit « Ah bah tiens, mais est-ce que cette croissance de l'économie, elle ne pouvait pas se faire contre la nature ?» Et qu'au bout d'un moment, en fait, la croissance de l'économie, ça venait scier la branche des écosystèmes sur laquelle toute société est assise. Et donc ça a mené à des réflexions qui aujourd'hui ont formé le concept de décroissance. Ce n'est absolument pas paradoxal de dire qu'une économie, de la même manière qu'elle peut être trop petite, une économie, elle n'est pas assez développée pour justement pouvoir produire toutes les choses dont sa population a besoin, elle peut être aussi surdéveloppée. Elle peut produire beaucoup trop, ce qui génère énormément de coûts sociaux et de coûts écologiques comparé aux maigres bénéfices financiers qu'on retire de cette croissance. Généralement, je regarde l'interaction entre les sociosystèmes et les écosystèmes. Donc moi j'aime bien étudier les économies comme des métabolismes sociétaux. Donc on regarde un petit peu comment ils sont traversés par un flux d'énergie, de matière, d'eau, comment ils viennent impacter les sols, l'atmosphère, les espèces, et se poser la grande question de est-ce qu'une économie est vraiment écologiquement soutenable? C'est-à-dire, est-ce qu'une économie pourra continuer à fonctionner sur le très long terme? Et mon champ d'étude aujourd'hui, c'est les théories de la post-croissance. C'est une grande famille de théories qui viennent justement se poser la question sur la croissance et ses limites sociales, politiques et biophysiques. Donc on retrouve des idées comme l'objection de croissance des années 70, la collapsologie, ça peut être aussi la décroissance, des concepts comme la prospérité sans croissance ou aussi qui touchent à l'écosocialisme. Donc c'est un champ qui est très à cheval post-croissance avec un autre champ qui est celui du post-capitalisme. Une grande partie de mon travail, c'est faire le constat aujourd'hui de l'insoutenabilité du capitalisme actuel, se rendre compte que le capitalisme en tant que système organisé autour de la croissance ne peut pas être soutenable, et donc se poser la question de quels pourraient être les systèmes qui viendraient remplacer le capitalisme. Je pense que nous n'avons pas le choix, ça sera soit décroissance choisie aujourd'hui, soit effondrement subi demain. Une économie qui ne respecte pas les limites de vitesse de la nature, qui reste en dépassement écologique, dans le rouge, en fait, au bout d'un moment, elle va dégrader les écosystèmes et va y avoir un retour de bâton. Ça peut être une pandémie, ça peut être une canicule, ça peut être des raretés liées aux métaux, aux minerais, à l'eau, une sécheresse, ça peut être plein de choses différentes, mais ce qui est certain, quand on continue à tirer sur la corde des écosystèmes de manière insoutenable, au bout d'un moment, ça lâche. Autant prendre le temps d'avoir une transition qui soit maîtrisée, donc un ralentissement vraiment qui puisse se planifier de manière démocratique, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être, plutôt que d'attendre le jour où on va se retrouver confronté avec cet effondrement subi qui, on le sait, de par le passé, viendra frapper les plus pauvres d'abord, ne pourra pas se faire de manière démocratique parce qu'il se fera de manière très soudaine. Quand vous nous dites décroissance, moi j'imagine pas pénurie, rationnement d'urgence, un monde à la Mad Max. J'imagine une société du partage, quelque chose très proche de l'économie sociale et solidaire, de l'écosocialisme, une économie circulaire, une économie de la convivialité, de la joie de vivre, j'imagine la simplicité volontaire, la sobriété heureuse, l'hédonisme alternatif, j'imagine une société où les gens travaillent moins, font la sieste, partagent plus, une démocratie vibrante. Donc là, on a vraiment associé à ce terme de décroissance à la fois une théorie critique, qui aujourd'hui est fondamentale, mais aussi une utopie. Et une utopie dans le sens vraiment positif du terme, c'est-à-dire une pensée utopique qui nous permet d'échapper au présent aujourd'hui pour muscler notre imaginaire et éduquer notre désir pour des futurs souhaitables que nous n'avons pas osé rêver jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on passe d'une économie en surpoids écologique obsédée par la croissance à une économie stationnaire, post-croissance et post-capitaliste qui serait, elle, centrée sur le bien-être, la convivialité et la justice sociale. Cette histoire de croissance verte, c'est de se dire que pour polluer moins, il va falloir produire plus.
Et plus on produit plus on a de croissance, plus on va verdir l'économie, c'est-à-dire plus on va faire baisser son empreinte écologique. Ça va un petit peu à l'encontre du sens commun, alors qu'on arrive facilement à comprendre que la ressource la plus renouvelable, c'est celle que vous pouvez vous permettre de ne pas utiliser. Donc une voiture qui n'est pas produite, un avion qui ne vole pas, un bœuf qui n'est pas consommé, c'est des émissions qui disparaissent instantanément. Donc là, c'est la puissance un petit peu de ce qu'on appelle l'évitement, la sobriété, la déconsommation, le renoncement productif. Et donc la croissance verte, pendant très longtemps, c'est une théorie, une hypothèse vraiment, qui a survécu malgré en fait l'absence de preuves empiriques qui pouvaient démontrer son existence. Mon collègue Jason Hickel, il dit c'est un petit peu l'équivalent de sauter d'une falaise sans parachute et se dire non mais il n'y a pas de souci, avant d'arriver au sol, j'arriverai à m'en construire un. Donc aujourd'hui, il faut avoir une vision très pragmatique de la croissance verte. Il faut regarder les pays qui ont réussi à faire baisser des pressions sur l'environnement. Ça peut être des pays qui ont réussi à, par exemple, lutter contre la déforestation, d'autres pays qui ont réussi à commencer à faire baisser des émissions de gaz à effet de serre, des pays qui ont réussi à limiter leur consommation d'eau. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays au monde qui est dans une trajectoire de redescente en dessous des limites planétaires. Aucun pays au monde aujourd'hui n'arrive à satisfaire les besoins de sa population avec un métabolisme biophysique qui est écologiquement soutenable. C'est ça notre problème. Alors déjà, il faut se rendre compte que même en France, l'un des pays les plus riches du monde, on a la pauvreté qui augmente depuis des décennies en parallèle de l'augmentation du produit intérieur brut. Les spécialistes de la pauvreté nous le disent, c'est vrai pour les pays riches, c'est même parfois aussi vrai pour les pays du Sud, que la croissance n'est pas une condition suffisante pour l'éradication de la pauvreté. Dans les pays riches, ce n'est même pas une condition nécessaire. Dans un pays comme la France, la redistribution simple suffirait à éradiquer la pauvreté. Donc agiter le chiffon de la pauvreté quand on parle de transition écologique, c'est aussi venir mixer deux chantiers qui devraient être déconnectés, de se dire nous devons faire ce qu'il est nécessaire de faire pour faire baisser notre empreinte écologique, et bien sûr nous devons le faire dans un esprit de justice sociale. Aujourd'hui, on se rend compte que les empreintes écologiques, elles sont très fortement corrélées avec les revenus et surtout avec les richesses. Ce qui tombe très très bien, parce que les personnes qui vont devoir faire les efforts les plus rapides et radicaux, ce sont les personnes qui sont aujourd'hui les plus éloignées de la pauvreté. Donc qui peuvent se permettre de prendre des risques, qui peuvent se permettre de consommer beaucoup moins, de bouger beaucoup moins, de produire beaucoup moins. Et donc la décroissance, elle va devoir être proportionnelle et demander aux classes les plus favorisées, ce que l'on peut considérer comme étant un sacrifice, si l'on admet que le bien-être est défini par la consommation à outrance et l'accès à avoir énormément d'argent. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de psychologues, de sociologues, de philosophes et d'anthropologues qui nous diraient le contraire et qui essayent de montrer que justement ce matérialisme à outrance n'est pas forcément corrélé au bien-être. Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre mieux avec moins ? C'est-à-dire une société où même si le niveau général des revenus viendrait à baisser, le fait qu'il soit mieux partagé, le fait qu'une partie de ces biens et services soit partiellement démarchandisée, et le fait que les cultures de consommation changent d'un modèle très centré sur la possession, la propriété privée, le matérialisme, à un modèle plus centré sur les communs, les biens relationnels, la simplicité volontaire, est-ce qu'on ne pourrait pas justement utiliser cette grande opportunité de transformation sociétale pour définir une économie qui soit plus efficace dans le sens premier du mot économie, c'est-à-dire une économie qui soit plus efficace dans l'organisation du contentement. On pourrait se demander, est-ce qu'on va juste répéter les mêmes choses ? Et je pense que ce hors-série, il arrive juste au bon moment parce que la décroissance, elle a développé en fait toute une littérature scientifique depuis la fin des années 2000 qui aujourd'hui est florissante. Chaque année, il y a plus d'une centaine d'articles académiques qui sont publiés par des chercheurs dans le monde entier qui ont enrichi en fait le corpus théorique de la décroissance. Non seulement le corpus théorique, mais il y a aussi énormément d'innovations en termes d'initiatives et d'expérimentation qui sont étudiées par les chercheurs et les activistes. Ce qu'on a envie de faire avec ce hors-série, c'est justement de montrer non seulement la décroissance d'où elle vient, faire une généalogie qui soit rigoureuse pour montrer qu'elle a des racines, mais aussi montrer les ailes qu'elle a développées et la vitesse à laquelle elle bouge. La décroissance, c'est une idée en mouvement aujourd'hui. Plus qu'un paradigme comme ça, scellé dans la roche, c'est une discussion extrêmement intéressante. Et ce hors-série, il va les présenter comme telles, où on va donner la parole à beaucoup de personnes
des chercheurs, des activistes, des personnes vraiment dans des initiatives concrètes aussi, qui montrent les différentes facettes de ces décroissances au pluriel. Et on fait ça pour inviter en fait une discussion sociétale, collective, pour montrer que le concept de décroissance, mais pas seulement, lié au concept d'économie sociale et solidaire, d'écosocialisme, au concept d'hédonisme alternatif, de simplicité volontaire, au concept de collapsologie ou de post-croissance ou d'économie du bien-être, ce sont des concepts aujourd'hui qui permettent d'ouvrir nos imaginaires, des concepts chantiers, et on devrait les traiter comme tels, comme une richesse qui va nous permettre d'explorer des futurs désirables.